Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Au château de Compiègne se tient en ce moment une exposition intitulée « Un salon de thé pour l'impératrice Eugénie ». L'occasion pour Franck Ferrand sur Europe 1 de revenir sur un des grands personnages de notre histoire, l'épouse de Napoléon III. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Eugénie a été l'impératrice des Français de son mariage avec l'empereur en 1853 à la chute du Second Empire évidemment en 1870. 17 années même plus d'un règne brillant dont témoignent, vous savez, ces grands portraits de Winterhalter, le peintre préféré de l'impératrice. Mais n'oublions pas que cette femme a survécu à son mari et à son fils et qu'elle a surmonté les vicissitudes de l'histoire pour ne s'éteindre elle-même qu'en 1920. Et vous le disiez tout à l'heure, elle a été la dernière souveraine à régner en France. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière souveraine a pleinement régné, remplaçant plusieurs fois son mari à la tête de l'État et donnant le ton à toute son époque. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle d'Eugénie, on pense surtout à Biarritz et à Pierrefonds, aux séries de Compiègne et à la fête impériale. Eh bien, grâce aux lumières de son meilleur biographe, Jean Descartes, qui est dans ce studio, vous allez voir qu'Eugénie, en vérité, cela ne se résume pas à ça. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pas si nombreuses les femmes qui, de Clotilde à Marie Curie, ont occupé le devant de la scène historique en France. On pourrait citer des reines-mères comme Blanche de Castille, les deux Médicis ou Anne d'Autriche, des héroïnes populaires comme Jeanne d'Arc ou Jeanne Hachette, plus tard des favorites comme Agnès Sorel et Diane de Poitiers, et puis maintenant Montespan, Pompadour et Dubarry. Quelques reines, évidemment, d'Aliénor d'Aquitaine à Marie-Antoinette, enfin des femmes de plume comme Madame de Sévigné ou George Sand, des actrices, la Duparc, Sarah Bernard, et puis des impératrices, Joséphine, Marie-Louise et forcément, last but not least, Eugénie. Dans les années 1850 et 60, Eugénie était tout bonnement la première dame. Elle était même un peu plus que cela. Elle était la mère symbolique des petits Français, le modèle de leurs parents, l'arbitre des modes, des conduites, des amusements, la fierté de la cour et l'espoir de la ville, l'organisatrice des festivités, des charités, des secours, des soirées, des bals et de ces séjours à Compiègne tellement courus, tellement enviés et qu'on appelait alors les séries. 17, presque 18 années durant, à compter du jour de son mariage avec l'empereur Napoléon III, cette belle espagnole, née Eugenia de Montijo y Teba, a tenu sans défaillir son rôle à la tête d'une monarchie impériale qui comptait alors parmi les plus puissantes d'Europe. Eugénie, nous allons y venir, se montrait diserte lorsqu'il s'agissait d'évoquer son enfance espagnole, la passion de son père pour l'épopée napoléonienne, l'ambition effrénée de sa mère, ses relations d'adolescente avec de grands Parisiens comme Stendhal et Mérimée, ses amours splendides et contrariés avec le marquis d'Alcañices, et ce qu'elle racontait avec humour sur le tard paraissait d'autant plus extraordinaire que les décennies avaient passé. Imaginez l'impression que pouvait faire après la guerre de 14 une dame qui vous parlait de Stendhal comme d'un vieil ami. Évidemment, c'était assez stupéfiant. La naissance de son fils, le prince impérial, en 1856, devait porter la popularité d'Eugénie à des sommets inouïs, mais comme elle le disait elle-même des Français, ce peuple est impossible à gouverner. C'est l'arrivée de ce fils qui lui avait peu à peu fait quitter sa réserve d'épouse effacée. Afin de protéger les intérêts dynastiques, elle s'est mêlée en effet de politique, d'abord de loin, et puis, disons-le, de plus en plus près. Certains prétendent qu'elle y a pris goût. Du reste, elle a assumé 3 fois la régence. En 1859, lors de la campagne de son mari en Italie. En 1865, lors du voyage de l'empereur en Algérie. Et en 1870, évidemment, pendant la campagne franco-prussienne. La mémoire collective a surtout retenu cette ultime régence calamiteuse. Toute une génération d'historiens républicains va par la suite reprocher à Eugénie d'avoir favorisé cette guerre funeste, comme elle avait déjà poussé à la catastrophique aventure mexicaine de Maximilien d'Autriche. Il y a évidemment de l'injustice dans cette légende trop noire, de l'injustice et de la mauvaise foi. Je l'observe sur la couverture de la réédition en collection Tempus de la biographie que Jean Descartes lui avait consacrée en 2000. C'est la fameuse toile de Winterhalter. Vous savez, Winterhalter la représente assise sur un trône sans âge, orné du blason des Montijo, en grand manteau d'hermine, couleur de nuit, paré d'ornements, un diadème d'or et d'émeraude et des bracelets de perles, des ornements qui pourraient être ceux d'une souveraine de Byzance. Elle a la tête et les épaules doucement enveloppées d'une gaze très fine, arachnéenne,
L'impératrice s'appuie du coude sur le puissant bras du trône. D'une main délicate, elle soutient sa jolie tête qu'on devine lasse à l'expression résignée du regard. Et quel regard! Un regard pervenche, expressif et mouillé, reconnaissable entre mille, qui semble se perdre dans des pensées sans illusion, vaguement tristes mais surtout bienveillante. Bienveillante, voilà le terme que je cherchais. On aura pu tout reprocher à l'impératrice Eugénie, mais sûrement pas d'avoir jamais manqué de bienveillance. Ainsi que la brise légère, extrait du Faust de Charles Gounod. À tout de suite sur Europe 1. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'impératrice Eugénie. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre premier invité sur Europe 1, Jean Descartes, journaliste, historien et écrivain, auteur notamment de la saga des reines chez Perrin. Et vous l'avez cité tout à l'heure, Eugénie, la dernière impératrice, rééditée en Tempus. Franck. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Vous êtes un habitué de cette émission, on n'a plus besoin de vous présenter. Merci d'être là en tout cas pour nous parler de celle que vous avez si bien fait revivre dans votre biographie et dont vous faites un des chapitres de votre saga des reines, puisqu'elle est, après tout, quand vous dites reine, ce sont les souveraines en général, et l'impératrice Eugénie avait quelque chose d'ailleurs de très royal. Alors revenons, si vous voulez, à sa vie. On va revenir dans sa jeunesse, qui est une chose moins connue évidemment que le reste. Elle est née avec tambours et trompettes, la terre tremble quand Eugénie naît. Oui, elle naît le 5 mai 1826 dans un tremblement de terre et elle dira que toute sa vie elle aura peur de tout ce qui ressemble à la foudre, au tonnerre, par extension, les mouvements de foule, les révolutions, les insurrections, tout ça elle sait. D'autant plus qu'elle va passer une bonne partie de son adolescence dans le climat épouvantable des guerres carlistes en Espagne, guerres civiles atroces. Qui vont la marquer. Et ce qui me permet tout de suite de dire que quand on l'a accusée de tout, on ne peut pas l'accuser d'avoir voulu maintenir l'ordre à Paris en août 1870 à n'importe quel prix. Elle avait le pouvoir en tant que régente par la Constitution de nommer un dictateur pour maintenir l'ordre. Et elle a dit « Jamais vous ne savez pas, vous, ce qu'est une guerre civile ». Donc de tous les défauts qu'elle a eus, ce n'est pas une femme qui encourageait l'émeute ou la révolution ou la répression dans le sang. Ça, c'est très important. Alors, il y a des signes du destin. Elle naît dans une famille d'afrancesados, c'est-à-dire de ces Espagnols qui ont accueilli à bras ouverts Napoléon lorsqu'il a... Oui, son père est une curiosité. C'est l'un des rares Espagnols, quand on pense au crayon vengeur de Goya, n'est-ce pas, le dos 13 de Maillot, un homme qui a... Cela dit, Goya a fait partie lui aussi de ceux qui, dans un premier temps... Oui, avant de changer. Oui. Donc un homme qui s'est mis aux côtés de Napoléon en pensant que ses idées étaient excellentes et qu'il allait en tirer la substantifique moelle de la Révolution, si je puis dire. Bon, il va être très courageux parce qu'il va perdre un œil, il va perdre un bras. C'est un grand d'Espagne, un homme turbulent, une illustre famille, mais qui est désargentée. Et il ira jusqu'au bout, puisqu'en 1814, il fait le coup de poing à Paris, vers la place Clichy, pour empêcher les Cosaques d'arriver à Paris. Donc il défend une France bonapartiste napoléonienne. Et quand on pense que sa fille, Eugénie, qui nous occupe aujourd'hui, naît le 5 mai, c'est-à-dire le jour de la mort de Napoléon, elle y verra un signe sans pouvoir l'interpréter, mais en disant « c'est un signe ». Donc en fait, Eugénie va être élevée dans un culte invraisemblable qui est celui d'une France napoléonienne. Alors donc, elle admire l'oncle avant d'épouser le neveu, bien avant d'épouser le neveu. Je dirais qu'un peu comme l'avait pressenti Victor Hugo en 1848, qui disait Louis-Napoléon Bonaparte, ce n'est pas un nom, c'est une idée. Elle, c'est un rêve qui baigne son adolescence. Très curieux. Et elle n'aura de cesse de rencontrer cet aventurier dont elle entend pique-pendre parce qu'il rate ses coups d'État. L'aventurier, c'est le neveu, donc c'est Louis-Napoléon. Voilà. Mais évidemment, et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, je trouve ça fascinant, elle aura comme professeur d'histoire Monsieur Bell, c'est-à-dire Stendhal qui lui raconte Waterloo. Et ça s'est passé notamment chez un chocolatier de la rue du Bac. Et elle aura comme professeur de français, alors là, ce sera plus délicat, il aura de la patience, Mérimée, parce que l'impératrice fera
des fautes de français, comme on le sait, d'une façon dramatique lors de sa fameuse dictée. Mais tout de même, ces deux hommes vont lui parler d'une France très imprégnée de l'épopée napoléonienne, seulement 20 ans après la mort de l'empereur, où il y a encore énormément de survivants. La dictée dont vous parlez, pour nos plus jeunes auditeurs, je signale ça, c'est la dictée que Mérimée avait concoctée comme un jeu de salon, et c'est une dictée qui est minée, si je puis dire, c'est-à-dire qu'à chaque mot, il y a une difficulté et un piège, oui. donc il n'est pas rare que des gens, même assez cultivés, fassent 30 et 40 fautes à cette dictée, hein. Il n'y a pas de honte. Alors, l'impératrice s'est surpassée là, mais l'empereur Napoléon III, qui, il faut le rappeler, parlait français avec un accent suisse-allemand. Il avait même la citoyenneté helvétique, puisqu'il avait les lettres de citoyenneté du canton de Turgovie, n'a pas été brillant. Heureusement, l'honneur a été sauvé par l'ambassadeur d'Autriche, le prince de Metternich, qui a fait très peu de fautes, et qui aurait dû, d'après Alexandre Dumas, se présenter à l'Académie française. Comment est-ce qu'elle rencontre celui qui est devenu d'abord le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, oui, président de la République, et qui, en 51-52, devient carrément l'empereur des Français? Alors, elle va le rencontrer chez la cousine de Louis-Napoléon, la princesse Mathilde Bonaparte, qu'il a failli d'ailleurs épouser à un moment. Dans son hôtel de la rue de Courcelles. Dans son hôtel de la rue de Courcelles, hôtel qui existe toujours d'ailleurs. Et elle pensait s'ennuyer énormément. Elle sera l'objet de beaucoup de curiosité, beaucoup d'attention du prince-président qui demande à sa cousine d'être une maîtresse de maison parce que l'Élysée n'est pas encore très en état de fonctionner. Donc, en fait, on verra un Louis-Napoléon intrigué par cette grande et belle jeune femme de plus de 25 ans, et signe qui ne trompe pas, il lisse sa moustache. Il est prêt à partir en chasse. Franck Ferrand sur Europe 1. Et nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 de l'impératrice Eugénie, toujours en excellente compagnie, celle de Jean Descartes, Franck. Et oui, l'impératrice Eugénie que son mari appelait Eugénie. Il n'a jamais su prononcer ça correctement, Napoléon III, c'est étrange. Oui, mais il parlait très mal français, l'espagnol avec un accent suisse-allemand, ça ne devait pas s'arranger. Et elle avait un accent espagnol? Oui, elle avait un accent espagnol, elle essayait de faire des efforts, Mérimée s'arrachait ses rares cheveux, parce qu'elle a vraiment été une élève difficile, mais tellement passionnée par l'histoire de France, et cette épopée incroyable qu'on peut le lui pardonner. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire de France, elle finit par y entrer. Elle est par la grande porte, celle de Notre-Dame de Paris, où elle épouse l'empereur. Donc le mariage a lieu au tout début de l'année 1853. Oui, et ce mariage est tout de même un défi parce que, d'une part, Louis-Napoléon, qui devient empereur, qui restaure le régime impérial, n'est plus tout de même un homme jeune. Il a 20 ans de plus qu'elle, il a plus de 40 ans, bien sûr. Et elle, une vingtaine. Et elle, un peu plus. Hein. Elle se marie quand même assez tard pour l'époque où on lit encore Balzac et où la femme de 30 ans est considérée comme une femme très âgée. Ce qui est formidable, on le sait, c'est que il a tout de suite eu envie d'elle et il a voulu en faire certainement sa maîtresse. Elle a refusé, elle était bien informée. Mais par où arrive-t-on à votre chambre, mademoiselle? Mais par la chapelle, monseigneur. Donc il faudra qu'il l'épouse. Il l'épouse. Je pense qu'il y a eu une très grande entente pendant au moins 6 mois, tous les deux. D'après ce que nous savons, mais bien sûr, nous n'étions pas l'oreiller, ni le matelas, l'impératrice passait pour assez réservée sur le plan sensuel, ne pas aimer ça, disant à une amie et l'écrivant dans une lettre « Pourquoi les hommes ne pensent qu'à ça ?» Elle n'y pensait pas beaucoup, et sans doute le tempérament exigeant de Louis-Napoléon et de l'empereur l'a poussé à aller voir ailleurs. Mais je tiens à dire tout de suite qu'il avait une immense confiance en elle. Et ça, c'est très important, c'est une équipe politique très forte. Alors justement, tout à l'heure, en compagnie d'Emmanuel Sarki, qui est le patron du château de Compiègne, nous reviendrons sur les goûts d'Eugénie, sur son rôle important dans la mode, dans le style, dans l'époque. Ce que j'aimerais que nous fassions avec vous en quelques minutes, Jean Descartes, c'est revivre le règne en quelque sorte. Le grand moment pour elle, c'est assez tôt après son mariage, en 1856, la naissance de son fils. Alors là, c'est un très grand moment parce que Louis-Napoléon, devenu empereur Napoléon III, avait une descendance illégitime, bien entendu, et il a enfin un fils, un héritier légitime, le prince impérial, Loulou, qui a le bon goût de naître pendant le congrès de Paris,
qui solde la guerre de Crimée, où la France a été victorieuse avec l'Angleterre de Victoria. Donc c'est une conclusion heureuse, c'est magnifique. C'est fantastique. Oui. On vient d'inaugurer le quai d'Orsay, d'ailleurs, qui est fraîchement peint, et voilà l'impératrice qui a accouché de cet enfant. Donc elle assure une légitimité à la dynastie, à nouveau, il y a un petit-neveu de Napoléon Ier, et elle en impose à tous les gens qui avaient trouvé que cette grande jeune femme, certes d'une illustre famille espagnole, mais enfin sans le sou, était une aventurière, pour ne pas parler de sa mère, bien entendu. Et comme l'a dit la princesse Mathilde, les Français s'étaient précipités dans le retour de l'Empire, les princesses étaient moins nombreuses. Effectivement, on se demandait qui allait épouser cet aventurier. Et donc, elle est accueillie très fraîchement, très mollement, je dirais, et avec des caricatures, des critiques effrayantes, y compris de la famille impériale, qui fait la fine bouche. Et voilà qu'elle donne un héritier. Alors là, tout le monde se tait. Et à partir de ce moment-là, c'est une grande vengeance, car en plus, comme elle est belle, grande, et qu'elle va lancer, je dirais, la mode d'une élégance parisienne, d'une vie parisienne qui sera accompagnée par le talent d'Offenbach, avec un règne très féminin. C'est une époque où la femme triomphe, et c'est l'élégance du Second Empire et la naissance d'un commerce, d'une industrie et d'un art qui va s'appeler la mode. Donc tout ça, c'est Eugénie, mais derrière ces apparences d'une figurante somptueuse à laquelle on veut souvent réduire son rôle, peinte par Winterhalter, il y a une femme extraordinairement généreuse qui va inventer les fourneaux économiques qui sont les ancêtres des restos du cœur. Personne n'en parle aujourd'hui. 1 200 000 repas étaient servis et qui, même si elle a été parfois dans l'erreur, n'a jamais été médiocre ni lâche. Ce qu'il faut dire, c'est que son mari est malade, oui, et qu'il va être de plus en plus malade, et que la maladie de l'empereur va sans doute amener l'impératrice à prendre un rôle plus important même qu'elle ne l'aurait souhaité dans les affaires publiques. Et à prendre un rôle politique alors qu'elle aurait dû rester aussi, en même temps, si je puis dire, une épouse, parce qu'il souffrait. Il avait des coliques néphrétiques. Napoléon III lançait surtout une lithiase dans la vessie. Oui. Il avait un caillou de 25 grammes dans la vessie, ce qui rend des douleurs absolument épouvantables. Alors, comme elle a confiance en lui, comme il a confiance en elle, pardon, il va lui confier des responsabilités suprêmes à 3 reprises, vous l'avez dit. Donc, au moment de la guerre contre l'Autriche, lors des victoires de Magenta, Solferino, qui sont des boucheries épouvantables, lors d'un voyage en Algérie où l'empereur dira des choses très importantes qu'on aurait dû écouter, dont on aurait dû tenir compte pour plus tard, et bien entendu, lors de la campagne de 1870, elle a le pouvoir en toute légalité. Si je vous disais, Jean Descartes, que moi, l'impératrice Eugénie, je l'ai rencontrée, ça vous stupéfierait, ça, probablement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit sous forme de songe aujourd'hui sur Europe 1. Nous allons voir tout à l'heure, Julia, qu'en 1870, lors du désastre militaire de Sedan et de la chute du régime impérial, l'impératrice a dû fuir en pleine insurrection le palais des Tuileries dans un fiacre de Louage, puis quitter la France pour l'Angleterre grâce à la seule complicité de son dentiste. Réfugiée chez la reine Victoria, de l'autre côté de la Manche, elle devait enchaîner les deuils, la mort de l'ex-empereur d'abord, dès 1873, et puis surtout la disparition tragique de leur fils en 1879. Le prince impérial, à 23 ans, s'était engagé au service de l'Angleterre, et il devait mourir en Afrique du Sud, transpercé par les Saguets de Zoulou. On vit à ce moment-là la mère du prince impérial. On vit l'impératrice Eugénie, éperdue de chagrin sous ses voiles noirs, entreprendre un long périple jusqu'au lieu du drame, seule, de nuit, dans la savane, sans aucun repère. Elle a retrouvé le cairn commémoratif de l'événement que son escorte militaire se révélait impuissante à localiser. Et quand on lui a demandé le secret de ce prodige, elle a dit avoir été guidée en songe par un parfum de verveine, le parfum même qu'avait aimé son pauvre fils. À partir de 1882, Eugénie va refaire en France des séjours réguliers, à Paris d'abord puis au Cap Martin, où l'on a construit pour elle la Villa Cyrnos. Toute sa vie, elle a partagé la grande passion de son époque pour les villégiatures, et du temps de sa gloire déjà. Il faut dire qu'elle avait multiplié les séjours de la cour à Biarritz, où sa superbe villa devait devenir le modèle de bien des constructions balnéaires. Lorsqu'elle venait à Paris, au tournant du XXe siècle, cette esthète amoureuse du confort descendait invariablement à l'hôtel Continental, qui est l'actuel Westin Hotel, rue de Castiglione, où lui étaient dévolues plusieurs chambres formant suite impériale. De ses fenêtres, elle avait une vue plongeante, figurez-vous, sur les jardins des Tuileries, et sur le peu qu'il restait de ce palais détruit par le feu en 1871 et surtout achevé de démolir en 1882, ce palais
où elle avait régné. Il se trouve que je connais bien cet hôtel et ses couloirs interminables, et comme j'ai connu moi-même des personnes qui dans leur enfance avaient reçu des bonbons des mains de l'impératrice Eugénie, je me dis qu'il n'est finalement tout ce temps et ce personnage n'est pas si éloigné de nous. Alors, comme naguère avec Talleyrand puis Richelieu, je me suis pris à rêver. J'ai imaginé, dans un état de semi-somnolence, ma visite à l'ancienne impératrice. Nous pourrions être la veille de la Première Guerre mondiale, en 1912 par exemple, à la mi-novembre 1912. Tiens, il y a juste un siècle. Alors pour planter le décor, laissez-moi vous préciser que le président de la République s'appelle Raymond Poincaré, que le facteur Cheval vient d'achever son drôle de palais et que le livre qui se vend le mieux s'appelle La guerre des boutons. L'automne social est rude, la CGT mène la vie dure au gouvernement, et Madame de Mouchy, qui m'a obtenu cette entrevue inespérée, m'a dit « Attendez bien que l'impératrice vous adresse la parole. Laissez-lui le temps de terminer ses phrases, et de grâce, ne cherchez pas à la surprendre, elle déteste cela. » Précieuse, Madame de Mouchy, dans ce genre de situation. Elle m'avait accablé de ses conseils. Surtout quand elle aura mis un terme à l'entretien, n'abusez pas, inclinez-vous et disparaissez. Muni de toutes ces recommandations, je me suis donc présenté un petit peu anxieux à la réception du grand hôtel de la rue de Castiglione, entre la place Vendôme et le jardin des Tuileries. J'oubliais, avait ajouté mon ami, laissez le majesté à ceux qui l'entourent, pour vous, un simple madame suffira. Le concierge en personne m'a conduit au premier étage, jusqu'aux chambres 185, 186 et 187 réunies, qui forment donc la suite qu'occupe invariablement l'impératrice lors de ses séjours à Paris. Le secrétaire en place, je devrais dire en titre, depuis un bon demi-siècle, s'appelle Monsieur Pietri. Il m'a tout de suite fait entrer dans le salon, haut de plafond, mal éclairé, où je n'ai pas vu, dans un premier temps, assise au coin d'un sofa, la vieille dame en noir. Et pourtant, c'était elle, c'était bien elle. Ses yeux pervenches n'avaient pas changé. Comment vous la décrire ? Elle m'a paru serrée dans une espèce de soutane, la tête un peu penchée. Elle devisait avec un homme élégant et grave. La dame d'honneur, dès qu'elle m'a vu entrer, a fait quelques pas dans ma direction. « Sa Majesté vous attendait », me dit-elle à mi-voix, exactement comme si on était encore aux Tuileries à la grande époque. De fait, l'impératrice avait tendu sa main à baiser. Son interlocuteur s'éclipsait déjà. On m'a fait signe d'avancer, tout en redisant mon nom bien distinctement. Le regard de la vieille dame m'a fixé. Toujours ce regard bleu très pâle, délavé, à peine rehaussé d'un trait de noir à l'espagnol. « Monsieur Paléologue est un peu mon historiographe », m'a-t-elle dit à propos de l'homme qui venait de sortir. « Nous devons travailler demain. Cela fait des années que je lui livre mes souvenirs par petits morceaux. Je ne sais d'ailleurs si tout cela est bien utile. » Je me prêtais à lui certifier que ce l'était extrêmement, quand elle a repris, en haussant un peu le ton, « Le passé ne nous appartient pas, monsieur. Ce que je raconte, c'est seulement par respect pour la mémoire de l'empereur et celle de mon fils, car s'il ne tenait qu'à moi. » J'ai souri, au fond de moi, j'étais étonné par l'acuité du regard. « Vous devez, madame, avoir beaucoup à raconter. Oh, dites cela parce que je suis vieille. Mais au fond, oui, j'ai des choses à dire. L'époque nous a tant calomniés. Reste à me faire entendre. Vous savez, monsieur, chacun a son étiquette, impossible à décoller. Mon flacon n'est pas drôle. L'histoire y a mis une fois pour toutes le mot poison, sans chercher à en savoir plus long. » J'ai eu beau promettre à l'ancienne impératrice que le public était friand de ses confidences, sa moue m'a fait comprendre qu'elle n'en croyait pas un mot. Alors j'ai tenté de faire un peu diversion. « Je crois, madame, que vous avez fait récemment un beau voyage jusqu'aux Indes. Oh, la vérité, c'est que nous n'avons pas dépassé Ceylan, me-t-elle dit en étouffant un rire. La fièvre m'a prise à Candy et j'ai dû rester en convalescence chez le gouverneur anglais. Nous étions partis d'Égypte sur un paquebot. Oh, ce n'est pas une façon de voyager bien agréable. J'aime tellement mieux mon petit Thistle. » Le Thistle, le chardon en anglais, c'est le nom du yacht d'Eugénie, baptisé en hommage à un ancêtre écossais. Vous savez que le chardon, c'est l'emblème de l'Écosse. Les marins de toute l'Europe ont appris à reconnaître cette embarcation, et on dit que le Kaiser lui-même, quand il l'a croisé un matin dans le fjord de Bergen, a fait hisser à son passage les couleurs françaises sur le Hohenzollern. La vieille dame se redresse, on dirait qu'elle cherche quelque chose. « Il faut toujours que je me donne du mouvement. On dit que les voyages forment la jeunesse. » Et elle rit encore. J'évoque ses déplacements discrets à travers Paris, en fiacre, en automobile, et même en omnibus. La plupart de ceux qui l'y ont croisé sont demeurés bouche bée. Est-ce qu'on imagine l'épouse de Napoléon III, cette effigie sculptée dans le marbre de l'histoire, acheter son ticket avant de grimper incognito dans un omnibus? C'est vrai, confirme-t-elle, rien ne m'arrête. Tenez, si je ne craignais de passer pour folle, je prendrais volontiers l'aéroplane. Que l'impératrice Eugénie se rassure, il ne viendrait à l'idée de personne de la prendre pour folle. Tout juste pourrait-on la taxer d'originalité. Disons qu'elle vit avec l'époque et se montre curieuse de ce temps-ci,
Ce temps qui n'était pas encore le nôtre est déjà plus tout à fait le sien. Belle nuit aux nuits d'amour, extrait des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. On se retrouve sur Europe 1 dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours en compagnie du journaliste, historien, écrivain Jean Descartes. Emmanuel Starky nous a rejoint. Il est conservateur général, directeur du château de Compiègne, Franck. Bonjour Emmanuel Starky. Merci. Pour une fois, c'est vous qui venez. Il est arrivé qu'Europe 1 se déplace jusqu'à chez vous, mais là, vous êtes venu nous rendre visite. Alors, vous êtes évidemment mieux placé que quiconque pour parler de l'impératrice Eugénie dans ce château de Compiègne, dont une partie est consacrée au Second Empire et au souvenir de l'impératrice elle-même. C'est d'ailleurs vous qui avez ce magnifique tableau, l'impératrice et ses dames, qui au départ était à Fontainebleau, qui maintenant est à Compiègne. Oui, enfin, qui a accompagné l'impératrice, ensuite, y compris oui, à Farnborough, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un tableau auquel elle était très attachée. Donc alors, pour le musée du Second Empire, ça s'impose. À Farnborough, il faut expliquer, c'est-à-dire qu'après la chute du Second Empire, l'impératrice s'exile donc en Angleterre. On lui trouve donc un lieu de résidence à Farnborough où elle va passer tout son exil, enfin toute une partie de l'exil, en tout cas jusqu'à la mort de son fils. Et à ce moment-là, l'État français a restitué quand même à Eugénie un certain nombre de pièces qui étaient des propriétés privées en quelque sorte, dont le tableau en question. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors simplement, Compiègne est très lié à Eugénie, comme vous le savez, puisque juste après la proclamation de l'Empire, en décembre 1852, l'empereur vient d'une certaine façon fêter cet avènement à Compiègne, du 18 au 28 décembre, et parmi les invités de cette première série, dont on peut reparler si vous voulez, eh bien, figure la comtesse de Montiro et sa fille. Donc la comtesse de Montiro, la mère d'Eugénie, et Eugénie. Et donc, il se passe à ce moment-là quelque chose qui ressemble fort à une déclaration. Autrement dit, l'empereur est fasciné par cette jeune femme, tout le monde le constate, il commence à lui offrir une paire de fusils de chasse, et puis arrive... C'est romantique. Arrive quelque chose d'un peu plus romantique, l'épisode du trèfle, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'histoire. Alors non, mais racontez-la nous. L'impératrice, enfin celle qui n'est pas encore l'impératrice, dans la forêt, remarque un trèfle, les traces de rosée sur le trèfle, et puis le montre à l'empereur. Le trèfle à 4 feuilles. On suppose, en tout cas, l'empereur le transforme ensuite en trèfle à 4 feuilles. Et le lendemain, de Paris arrive un bijou, une émeraude avec quelques brillants au-dessus, au cours d'une tombola, qui n'est pas truquée, bien sûr, Eugénie gagne ce bijou, qu'elle portera ensuite avec assiduité comme une sorte de témoignage, n'est-ce pas, de cet engagement de Napoléon III pour cette jeune Espagnole. Et je dois ajouter au portrait merveilleux que Jean Descartes vient de faire avec vous-même, c'est que dans l'histoire des reines et des impératrices françaises, c'est tout de même un événement extraordinaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que celui qui vient de devenir empereur, qui certes veut créer une nouvelle dynastie, ne choisit pas une princesse, mais choisit une jeune femme qui est d'une origine beaucoup plus simple, ce qui va évidemment susciter une certaine opposition au sein des Bonaparte, mais aussi au sein de ses ministres, n'est-ce pas? C'est un mariage d'amour, en fait. C'est un mariage d'amour, et vous savez ce que dira Alexandre Dumas? Le triomphe de l'amour sur les préjugés, de la beauté sur la tradition, du sentiment sur la politique. Il cherchait une pension, à mon avis, à ce moment-là, Alexandre Dumas. Il y avait chez l'impératrice Eugénie un très fort caractère, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple était houleux quand même, Jean Descartes.
Alors, elle était non seulement espagnole, mais andalouse. Et ça, j'insiste. Et si elle était née dans un tremblement de terre, elle en avait gardé le talent de la secousse, c'est évident. Il y a eu des crises absolument fantastiques. Par exemple, elle fait une entrée fracassante dans le cabinet de travail de l'empereur aux Tuileries, ayant découvert qu'il avait une nouvelle maîtresse et qu'il avait le portrait de cette jeune personne sur son bureau. Elle massacre ce portrait en lui disant avec beaucoup d'esprit « Maintenant, il faudra vous contenter de l'original », ce qui est assez joli. Ouais. Et j'en profite pour dire que l'impératrice avait de l'esprit, un esprit qui était sa défense. Quand elle aperçoit, vous parliez tout à l'heure, Franck, de la rue de Castiglione, c'est cocasse que son hôtel se soit trouvé rue de Castiglione, étant donné que c'est le nom d'une des célèbres maîtresses de l'empereur. Mais là, il s'agit en fait de Castiglione, la victoire du général Bonaparte. C'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose, mais enfin, c'est tout de même assez cocasse. Et lorsqu'elle avait vu la Castiglione, la célèbre entrepreneuse, je dirais, de mondanité sur ordre du gouvernement piémontais pour l'unité italienne, essayer de séduire par tout moyen l'empereur, qu'il a trouvé d'ailleurs très stupide et qui s'est lassé rapidement, Eugénie l'a vu avec une tenue d'arlequin, avec un cœur placé pratiquement à la place du sexe, en disant « Je trouve que le cœur est un peu bas chez cette dame, mais c'est sans doute sa place naturelle chez elle. » Donc il y avait des saillies, des traits d'esprit formidables chez cette femme. Par ailleurs, et puis un peu d'aigreur aussi parfois. Beaucoup d'aigreur. Vous parliez, cher Emmanuel Starky, de ce fameux tableau, l'impératrice et ses dames d'honneur, qui est une merveille. Mais elle a tout de même dit, en le regardant, achevé, en regardant ces ravissantes femmes du Second Empire qui portent de grands noms, je me demande laquelle d'entre elles n'a pas couché avec mon mari. C'est quand même à la fois une défense et un signe de lucidité. Et un signe de lucidité, mais cette femme avait beaucoup à faire pour se défendre tellement était critiquée. Elle avait aussi, on peut le dire, un goût très prononcé pour le XVIIIe siècle et elle avait l'impression que son destin devait suivre celui de Marie-Antoinette, ce qui évidemment était assez sombre comme perspective. Mais elle avait une passion pour Marie-Antoinette, Emmanuel Starky. Oui, tout à fait. Alors cette passion s'inscrit dans un courant plus vaste. Les Goncourt ont écrit déjà sur Marie-Antoinette presque 10 ans auparavant. Mais effectivement, cette passion pour le XVIIIe siècle se focalise sur Marie-Antoinette pour Eugénie. Et à Compiègne, nous venons de restaurer donc le salon de thé de l'impératrice. Et dans ce salon de thé... C'est le salon, quand vous dites le salon de thé, c'est le salon où elle prenait le thé, c'est ça? Oui, c'est le salon de ses appartements où, dans le cadre des séries, elle invitait... Il faut dire juste d'un mot ce que sont les séries, parce qu'on emploie ce mot depuis le début de l'émission, mais ce sont donc des séjours que la cour effectue avec des invités. C'est très très prestigieux, bien sûr, parce qu'on côtoie l'empereur et l'impératrice, et on fait des fêtes, des jeux, des dîners extraordinaires. Pendant combien ça dure? 5 jours Pendant une semaine. Une semaine, oui. Alors, ce qui est original dans les séries, là aussi, et l'impératrice joue un rôle certain en termes de choix des invités, c'est qu'il y a non seulement les habitués d'une cour, les généraux, les diplomates, les princes, les ministres, mais il y a aussi des artistes. Verdi est invité, Rousseau, le peintre, est invité, des savants, Pasteur, des médecins, et donc tout ça constitue, avec évidemment les financiers, comme les Pereire ou comme les Rothschild, tout ça constitue, je dirais, une nouvelle société, très proche de l'empereur, parce que l'attrait des séries, c'était qu'on vivait dans l'intimité de l'empereur pendant une semaine, et de surcroît, avec un protocole relativement réduit. Et c'est ce qu'on montre notamment dans l'exposition qui accompagne la restauration du salon de thé. Alors ce salon illustre parfaitement, effectivement, un autre mode de vie où la notion de confort, d'intimité est tout à fait nouveau pour une cour et pour un palais impérial. Vous l'avez entièrement restauré, ce salon, c'est ça? Oui, j'ai pas vu moi l'exposition encore, mais j'ai jusqu'au 28 janvier pour la voir. C'est à peu près 6 années de restauration. C'est le lieu le plus emblématique du goût de l'impératrice. En rouge et vert. En rouge et vert, absolument. Vous savez que à propos de cette image un peu catastrophique que certains se sont plu à colporter de l'impératrice, elle-même se tenait
tenait à ironiser en disant « Au début du règne, je fus la femme frivole, ne s'occupant que de chiffons, et vers la fin de l'Empire, je suis devenue la femme fatale que l'on rend responsable de toutes les fautes et de tous les malheurs. » Les chiffons, double erreur. On peut en parler, si vous voulez, à Compiègne. Le salon de thé, c'est la quintessence du goût de l'impératrice. Un salon de thé pour l'impératrice Eugénie, c'est au Palais impérial de Compiègne jusqu'au 28 janvier prochain. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et toujours au cœur de l'histoire de l'impératrice Eugénie, Franck. Et oui, vous savez que Salvador Dali sera, si j'ose dire, notre invité demain. Julia, je finis par confondre le rêve et la réalité. Vous voyez, c'est de pire en pire, en fait. Voilà ce qu'écrit Jean Descartes dans La Saga des Reines, qui vient de paraître chez Perrin et dans lequel il consacre un beau chapitre à l'impératrice Eugénie, mais pas seulement. On va y venir dans un instant. Il faut reconnaître les actions exemplaires de cette impératrice si mal aimée, en dehors de son parfait rôle de maîtresse de maison lors des fameuses séries de Compiègne. Par souci d'organisation, elle y avait inventé le carton suspendu à l'extérieur de la chambre, indiquant l'heure et la commande du petit déjeuner. Outre la Légion d'honneur qu'elle obtient pour Gustave Flaubert, ce qu'il a eu tendance à oublier, et son déplacement pour décorer elle-même la peintre Rosa Bonheur dans son atelier en forêt de Fontainebleau, Eugénie soutient l'empereur dans la création des fourneaux économiques, c'est ce que disait Jean Descartes tout à l'heure, distribuant plus d'1 million de repas chauds aux gens les plus misérables. N'est-ce pas l'ancêtre des restos du cœur, ce qui est également oublié? L'impératrice défend le programme du ministre de l'Instruction publique Victor Duruy et obtient qu'un enseignement primaire et secondaire soit enfin dispensé aux jeunes filles. Elle ira même plus loin en créant la Fondation Eugène Napoléon dans le quartier Saint-Antoine pour que des adolescentes apprennent un métier et se constituent un pécule. Mais ce qui apparaît sans doute comme sa plus grande originalité, c'est le fait d'avoir compris l'importance des recherches de Pasteur installées près du parc de Saint-Cloud et dont les expériences affolaient les villageois. Elle est au courant de tout ce qui se passe, cette Eugénie. On la voit devenue une dame très âgée, faire de l'omnibus et rêver de monter en aéroplane, mais elle a toujours été comme ça. En aéroplane, pardon, mais elle a toujours été comme ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'elle naît, la Belgique n'existe pas, la photographie n'est pas inventée, le chemin de fer est assez balbutiement, et lorsqu'elle va mourir, le cinéma, la Tour Eiffel, le jazz des troupes américaine, enfin tout ça elle a vu, et entre-temps elle a pris le temps de s'intéresser aux découvertes de son temps. Je précise, vous parliez de Pasteur, c'est très important, n'est-ce pas? Victor Hugo, qui en fait tirait sa hargne du fait que le prince-président ne l'avait pas nommé ministre et qui était vexé, donc c'est une querelle de jalousie, qui en a fait un monument littéraire que nous savons. Enfin, Victor Hugo est opportuniste, mais je veux dire, Monsieur Pasteur... Je sens qu'on va se mettre bien avec les amis de Victor Hugo. Monsieur Pasteur, lui, n'oublie pas le soutien de l'impératrice et de l'empereur, et le 2 septembre 1870, il envoie un télégramme à l'impératrice en disant, devant la catastrophe, « Madame, un jour la postérité devra rendre justice à l'œuvre de l'empereur et à la vôtre. » Et ça, moi, j'échangerai volontiers un Pasteur contre un Victor Hugo à ce sujet, si vous voulez, parce que c'est formidable d'avoir emmené l'empereur dans le laboratoire de Pasteur et de faire confiance à un homme qui n'était pas médecin, qui était biologiste et qui faisait des manipulations sur les animaux. Comme souvent les premières dames, elles s'intéressent de près au sort des femmes. Oui. Donc on la voit... Les vraies premières dames s'intéressent au sort de vraies femmes. On voit à quel point elle défend notamment les adolescentes. Elle essaie d'apprendre, de développer l'alphabétisation. Les malheureuses prostituées qui sont à la prison Saint-Lazare pour essayer d'améliorer leur ordinaire. Je répète, c'est une femme assez rigide, assez forte, assez cassante sans doute, mais c'était son armure, mais d'une générosité, d'une attention et d'une ouverture d'esprit. N'oubliez pas que Flaubert et Stendhal et Mérimée vont lui dire que on ne faut pas condamner un écrivain lorsqu'il s'inspire dans son œuvre d'un fait divers réel. C'est pour ça qu'elle essaiera de faire atténuer les sanctions contre Flaubert lors de l'affaire de Madame Bovary, que le rouge et le noir est une affaire réelle aussi, donc elle sera beaucoup plus ouverte qu'on ne le pense. Oui. Voilà. Et ouverte à tous les frémissements d'art et d'art décoratif de son temps, bien entendu. J'ai dit tout à l'heure qu'elle avait une passion pour Marie-Antoinette, qui l'a amenée au moment de l'exposition universelle de 1867 à organiser une sorte d'exposition rétrospective, la première jamais créée au Petit Trianon, à la mémoire de Marie-Antoinette. Et on sait qu'au-delà de
cet amour du XVIIIe siècle, elle avait un véritable amour de la Chine et de l'Orient, ce qui l'a amené, Emmanuelle Starkey, à donner à l'orientalisme une place importante dans les décors impériaux. Absolument, absolument. Pour en revenir au salon de thé de l'impératrice à Compiègne, elle choisit non seulement un mobilier qui a appartenu à Marie-Antoinette, mais elle choisit des armoires en lac du milieu du XVIIIe qui sont en lac de Chine, rouge, qui contribuent effectivement à la beauté du salon, et des tapisseries qui sont sur des thèmes orientaux. Et puis, comme vous le savez, bien sûr, il y a aussi le soutien au percement du canal de Suez par Philippe de Lesseps. Oui, bien sûr, l'inauguration même du canal. Alors, pardon, merci de Starkey, mais je tenais absolument à dire qu'il n'y a pas dans l'ouvrage de Jean Descartes seulement Eugénie. On y parle bien sûr de toutes vos reines favorites. Alors Sissi, dont vous êtes venu nous parler ici, Zita, l'impératrice Zita d'Autriche que vous avez eu la chance de rencontrer, Élisabeth II bien entendu, et Astrid des Belges, et la grande Catherine. Il y en a une qui me fascine peut-être plus que toutes les autres et qui fait le plus beau chapitre de votre ouvrage, Jean Descartes, c'est Christine de Suède. Ah oui, ça c'est une femme fantastique parce que elle a voulu être un homme. Son père voulait qu'elle soit un homme. Son père qui était le plus grand conquérant de la Suède au début du XVIIe siècle. Et cette femme petite, bossue, pas très bien faite, rien à voir en fait avec la sublime élégance de Greta Garbo, autre suédoise mais maquillée par Hollywood, va se permettre beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire attendre Descartes qu'elle a convoqué à Stockholm et de lui demander des poèmes à 3h du matin. Ce qui d'ailleurs va lui coûter la vie. Oui, il va en mourir 3 mois plus tard à peine. Et puis cette luthérienne qui se convertit au catholicisme est l'une des 3 femmes enterrées au Vatican. Jean Descartes, la saga des reines, c'est édité chez Perrin. Et puis un salon de thé pour l'impératrice Eugénie, c'est au Palais de Compiègne jusqu'au 28 janvier. Merci beaucoup à vous deux.